la notion de thérapie de l'ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment un point capital de la Gestalt. On va lui proposer de rejouer une scène qui a pu être traumatisante, tout simplement difficile, Oui, et puis d'explorer les alternatives positives. d'accord. Alors, bonjour et bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de la TSF. La TSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, on interviewe des professionnels de tous les horizons, dont la pratique se rapproche au domaine de la santé sexuelle. L'objectif, c'est de pouvoir vous aider, vous, les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de santé en général, pour vous permettre d'améliorer vos connaissances et de faire de la veille en matière de connaissances sexologiques. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la thérapie Gestalt et sur la façon dont elle peut aider dans le domaine de la sexologie. Et pour ça, je reçois Jean-François Gervais. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Jean-François, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes sexologue à Paris dans le 14e. Oui. Vous êtes président de la Société française de sexologie clinique. Vous êtes psychanalyste, vous utilisez entre autres techniques, si j'ai bien suivi, l'APO, l'analyse psycho-organique. Vous êtes également le cofondateur de l'ESOG, l'école de sexothérapie à orientation gestaltique, avec Brigitte Martel-Cailleux. Et vous avez également participé avec elle au livre que je vais vous montrer pour ceux qui suivent le podcast en vidéo, qui s'appelle « Pratiquer la sexothérapie, les apports de la Gestalt », qui a donc été rédigé, pareil, avec Brigitte Martel-Cailleux. Est-ce que j'ai tout bon? Presque. Je n'utilise pas le terme psychanalyste. D'accord. J'utilise le terme sexothérapeute. D'accord, donc c'est vraiment votre activité principale de vous concentrer sur. D'accord, parfait. Eh bien écoutez, très bien. Donc l'objectif pour les auditeurs, ça va être entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas la thérapie Gestalt et le principe de la Gestalt, on va commencer tout simplement par les bases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment est-ce que la Gestalt thérapie est apparue? Eh ben, il y a une personne qui s'appelle Fritz Perls, comme on dit en français, ou Pearls, comme disent les Américains, qui était en Allemagne, qui est allé après en Afrique du Sud, parce que être juif et psychanalyste était un petit peu difficile en Allemagne nazie. C'était dans les années 30, oui. Ouais. Bon, et après, elle est arrivée aux États-Unis en 42 ou 43, quelque chose comme ça. Et il travaillait déjà à une certaine... Il était psychanalyste, et il travaillait déjà à une certaine réactualisation de la psychanalyse sur 2 ou 3 points précis. Et en arrivant aux États-Unis, il a fait une thérapie avec Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, autre personne qui avait fui l'Allemagne nazie, en allant vers la Norvège d'abord et puis les États-Unis. Et Wilhelm Reich avait quelques originalités dans la pensée psychanalytique, tout en se référant à Freud. C'est celle de mettre beaucoup plus l'accent sur le corps, en considérant que le corps était le lieu d'inscription de la névrose, en quelque sorte. C'est-à-dire que si on m'a empêché de vivre dans l'enfance, ça s'est manifesté dans ma gorge, dans mes adducteurs, dans pas mal de muscles qui se sont rigidifiés. C'est ce que Reich appelait la cuirasse caractérielle. Alors, Pearls a repris un peu cette idée-là et il l'a croisée avec la notion de thérapie de l'ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment un point capital de la Gestalt, c'est-à-dire que, certes, on écoute quand des souvenirs reviennent, certes, on est attentif à ce qu'on peut appeler l'anamnèse, mais le principal, ce n'est pas ça. Le principal, c'est l'expérience entre un client et son thérapeute dans l'ici et maintenant. Et là, Pearls rejoint une attitude de la phénoménologie, c'est-à-dire ce qui est important, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Certes, l'ici et maintenant peut être chargé du passé, ou peut être chargé des projets d'avenir, mais c'est néanmoins cet ici et maintenant qui est déterminant
et qui est facteur de transformation de la personne. C'est-à-dire que la névrose, on peut dire, pour reprendre ce terme, ne se guérira pas principalement par la remontée de souvenirs, mais principalement par l'expérience d'un pas de côté par rapport au déterminisme. Ça revient à la grande idée philosophique que disait Jean-Paul Sartre, par exemple. L'important n'est pas seulement ce qu'on a fait de moi, c'est ce que moi je fais de ce qu'on a fait de moi. D'accord. Et ça rejoint des idées de liberté, de phénoménologie. Donc l'objectif, c'est de passer, c'est de rechercher une autonomisation du patient au lieu d'explorer extrêmement en détail, par exemple, son passif avec des phénomènes traumatiques qu'il a pu vivre, par exemple, avec ses parents, mais beaucoup plus de l'ancrer sur ce qu'il ressent aujourd'hui et sur la façon dont il peut s'adapter dès maintenant sur ce qu'il ressent aujourd'hui et sur la façon dont il réagit aujourd'hui, c'est bien ça ? Oui, tout à fait ça. Juste le mot autonomisation qu'on va relativiser, puisque c'est dans la relation que ça s'explore. D'accord. Donc c'est pas de manière unique. D'accord. Ok. Et quand je me suis renseigné sur la Gestalt, j'ai cru voir que il y avait une approche qui pouvait être différente par rapport à des thérapies plus classiques, plus conventionnelles, même si j'imagine que c'est pas le seul mode qui est mis en place, mais que ça passait également beaucoup par du travail en groupe, qui est quelque chose qui est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le groupe est un peu une caisse de résonance de la possible transformation. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille en groupe, d'une part, il y a 10 ou 15 personnes ou 20 personnes qui vibrent avec lui en quelque sorte, et ça fait un effet de... En Gestalt, on aime bien dire effet de champ. D'accord. Il y a dans l'ensemble du groupe une caisse de résonance de ce qui se passe pour la personne qui travaille à ce moment-là. Donc c'est comme si ça intensifiait le travail par rapport à une séance qui aurait lieu entre juste un seul thérapeute et son patient. Oui, c'est plus intense. Et puis ensuite, c'est aussi précieux pour les autres. Parce que les autres peuvent penser un peu de moi aussi. Vous savez, Oui. Irène Théry, la grande sociologue, disait que moi aussi, c'est presque une civilité. C'est comprendre que je suis touché. C'est pas uniquement un mot d'ordre féministe, même si ça l'est et de manière très positive. C'est aussi, moi aussi, j'ai quelque chose de proche et je peux en prendre plus conscience lorsque quelqu'un travaille au sein du groupe. Donc c'est ça qui fait que dans le groupe, évidemment, la personne qui vient au milieu et qui expose sa difficulté fait tout un travail avec l'aide du groupe, mais aussi chacun dans le groupe profite de cette expérience en quelque sorte pour avancer un petit peu sur son propre chemin. D'accord. Donc voilà le groupe en Gestalt. Mais on ne travaille pas que en groupe, bien sûr, on travaille aussi en thérapie individuelle. Et donc, quels sont les quelques outils, les quelques méthodes clés qui permettent de définir et de séparer la Gestalt par rapport aux autres approches ? Alors évidemment, différents gestaltistes feraient des réponses différentes et je vais faire uniquement la mienne. Moi, je fais très attention vous vous en doutez puisque je l'ai déjà dit, au phénomène de champ. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe ? J'utilise aussi volontiers ce qu'on appelle le psychodrame gestaltiste. C'est une variété du psychodrame où on met en jeu GEU, une difficulté, une situation, etc., pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer lorsque la caisse de résonance du groupe et l'attention de l'animateur, bien sûr, va se mettre en situation. Alors ça, tous les gestaltistes font pas ça, mais moi j'y attache beaucoup d'importance et il y a un gestaltiste célèbre, Jean-Marie Delacroix, qui est un des premiers gestaltistes de France depuis 50 ans, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle le psychodrame gestaltiste. Alors le principe de ce psychodrame, c'est quoi exactement ? C'est qu'on demande à la personne d'imaginer ce qui pourrait se passer de pire par rapport à une situation qui lui fait ressentir de l'anxiété, c'est ça ?
Oui, mais pas uniquement ce qu'il peut y avoir de pire. On va lui proposer de rejouer une scène qui a pu être traumatisante ou tout simplement difficile, Oui, et puis d'explorer les alternatives positives. d'accord. Qu'est-ce que tu aurais pu faire là? Oui. Et c'est là que le risque de retraumatiser le traumatisme est un petit peu, si le thérapeute est attentif et soignant, Oui. un peu évacué parce que on y fait attention. Est-ce que vous utilisez d'autres outils comme par exemple la pleine conscience? C'est quelque chose qui est courant en Gestalt? Oui, oui. Alors moi je dirais oui. Tous Ouais. les gestaltistes diraient pas Ouais, forcément ouais. oui. Hum. Euh, Simplement, comment dire, il y a plusieurs manières de sortir d'un discours purement cérébral. Mhm. Et la pleine conscience en est une. La pleine conscience, c'est le moment où, en gros, on va ralentir le mental, revenir profondément dans des sensations de son corps, et les sensations du corps disent beaucoup sur l'état émotionnel, reprendre conscience avec ses émotions, et c'est des moments précieux qu'on peut utiliser à certains moments des groupes ou même en thérapie individuelle. Moi, ça m'est arrivé souvent de commencer une séance de thérapie individuelle. Bon, allez, 5 minutes, pose-toi, réfléchis, rentre avec ton corps, et après on parle. Plutôt que de commencer tout de suite à dévider plein de choses. Bon, c'est pas non plus systématique. Quelquefois, c'est bien d'écouter. Oui, Mais quelquefois, c'est bien de ralentir. De ralentir et de prendre conscience. Donc oui, pleine conscience, oui. d'accord. Et donc, à partir de ce principe de la thérapie Gestalt, comment est-ce que vous en êtes venu à associer justement cette approche avec l'approche de la sexologie clinique un peu plus classique? Et comment est-ce que vous pouvez utiliser cette approche pour accompagner différemment les personnes qui souffrent de dysfonctionnement sexuel? Ben, évidemment, ça a été tout un chemin, hein, parce que Ouais. Brigitte Martel a commencé il y a 30 ans, je crois, à animer des groupes de Gestalt sur la sexualité. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il y a la mise en jeu, JEU, Mhm. était une manière de faire un petit pas de côté par rapport à ces déterminismes et d'explorer autre chose. Et en particulier dans toutes les difficultés qui sont à la fois sexuelles et relationnelles. En particulier dans les sexothérapies de couple. Bien sûr, je vais tout de suite faire une exception. Il y a des difficultés sexuelles qui ont une origine en grande partie organique. Oui, bien sûr. Et ça, il faut le savoir. Moi, je suis psy, je sais que là, je ne sais pas. Je Oui. suis suffisamment formé pour avoir l'intuition, mais après, j'envoie chez un médecin sexologue. Bon, quelqu'un qui dit ah, j'ai des difficultés d'érection, mais je prends aussi des antidépresseurs, etc., etc. Ah, tiens, il y a un lien. On sait que l'antidépresseur Oui. facilite les difficultés d'érection. Donc là, moi, je donne de l'information, mais je ne prescris pas. Tout simplement, mais j'en ai pas la compétence, et puis voilà, c'est pas la compétence que j'ai acquise. Donc j'envoie vers un ami médecin. Donc Gestalt, ben oui, parce que tout simplement revenir dans l'ici et maintenant, en pleine conscience, en relation, on dit la Gestalt, c'est des fois l'art du contact. C'est comment explorer le fait d'être pleinement en contact avec son thérapeute, en contact avec les autres personnes dans le groupe, en contact avec l'ensemble du groupe, et puis après, en dehors de la thérapie, en contact avec son partenaire, dans son couple, en contact avec les autres, en contact dans le monde professionnel, etc. Donc, guérir le contact est souvent une très bonne manière de guérir la sexualité. Pas toujours, mais très souvent.
Est-ce que ce serait simplifié à l'extrême de dire que l'intérêt du Gestalt, en fait, c'est d'aborder des problèmes classiques, mais avec un angle un peu particulier, qui est justement cette notion de contact. C'est vrai que le self, le contact, j'ai vu qu'en Gestalt, c'était quelque chose qui était important, Oui. mais que par rapport par exemple, à la sexologie clinique plus classique, c'est un angle d'approche, en réalité, qui est un peu particulier dans la Gestalt et qui permet ensuite d'utiliser des outils qu'on peut aussi retrouver de façon plus classique pour les différents dysfonctionnements. C'est à peu près ça? Oui, ça me paraît assez juste. Mais il y en a une conséquence en particulier qui est assez importante, c'est sur la posture de l'accompagnant, Oui. posture du thérapeute, qui à ce moment-là, à partir du moment où il privilégie le contact, va être une posture d'accompagnant et non de sachant. Oui, c'est pas le Et là, prescripteur qui connaît. Oui, effectivement, on est beaucoup plus dans l'échange. vous Ah, savez, super. la sexologie est née dans le monde médical. Oui, Tant mieux, c'est son histoire, c'est l'histoire, une belle histoire d'ailleurs dont je suis fier, évidemment. Mais en même temps, dans le monde médical, eh ben, il y a un sachant et un patient. Patient, ça a deux sens. Ça veut dire celui qui souffre et ça veut dire celui qui attend. hmm, Et il attend quoi? Il attend le diagnostic et la prescription. Ben, bon, ça marche. C'est une bonne manière, mais c'est pas la mienne. Moi, je suis pas non sachant. Je suis quelquefois sachant. Quand je dis à un patient, ah oui, mais votre antidépresseur, là, il peut avoir un lien avec votre difficulté d'érection. Ben, j'utilise mon savoir, mais c'est pas la démarche principale. Ma démarche principale, c'est celle d'accompagnant. Et là, il y a une différence assez forte. j'ai l'impression que oui, ça correspond également à une demande de la plupart des gens aujourd'hui par rapport à avant et également à une démarche que je trouve de plus en plus fréquente chez les nouveaux thérapeutes qui est effectivement de donner beaucoup plus d'informations aux patients, à la personne accompagnée, peu importe le terme technique qu'on Oui, utilise. Mais en tout cas, moi, c'est également l'approche que j'utilise, c'est-à-dire que par exemple, oui, je donne différentes techniques pour traiter le problème d'éjaculation prématurée, puisque c'est ma spécialité. Et oui, j'informe à chaque fois sur les avantages, les inconvénients, en disant, ça, on sait que ça fonctionne un peu mieux, mais si ça vous correspond pas, on peut tester ça, mais sachez que il peut y avoir plus de difficultés. Euh, En sexofonctionnel, on ne recommande pas l'utilisation de Privilégie, qui est une molécule qui permet qui est assez controversée, mais par exemple, j'informe toujours, par exemple, sur l'existence de cette molécule, en expliquant pourquoi est-ce qu'on la recommande pas, mais que oui. si réellement la personne y tient, par exemple, je peux faire, par exemple, un courrier à un médecin qui, lui, pourra éventuellement la prescrire, si c'est ce dont le couple a envie. Donc oui, c'est vraiment, je trouve que cette approche d'accompagnement, c'est pour le coup quelque chose qui est vraiment très moderne et qui correspond, je pense, à une envie beaucoup plus à une demande de plus en plus importante de la part des personnes maintenant qui vont dans les cabinets. Oui, oui. Ben là, on se rejoint tout à fait. En gros, c'est quand même le client ou patient, Oui, comme vous voulez, qui a dans la main le gouvernail de sa propre vie. c'est ça. Et donc le gouvernail de sa propre thérapie. L'avantage aussi, c'est que ça permet une alliance thérapeutique qui est beaucoup plus forte Oui, parce qu'il oui, y a une confiance forcément quand on donne le choix à oui, la personne qui est beaucoup oui, plus importante, quoi. oui. Alors je peux dire, comme vous le dites d'ailleurs, on peut aller là, ou on peut aller là, on peut aller là. Mais c'est lui qui a le gouvernail et qui Ouais, choisira. tout à fait. Mm. Parfait. Au niveau de l'anamnèse ou du début, par exemple, d'un accompagnement, ça se fait de façon assez classique par rapport à une consultation de sexologie clinique, ou est-ce qu'il y a une approche qui est différente en Gestalt thérapie? Là aussi, des gestaltistes différents Oui, donnent des réponses différentes. J'ai des collègues qui passent pratiquement la première séance à faire que de l'anamnèse. Moi pas. d'accord. Moi, je la prends au fil de l'eau, en quelque sorte. Je veux 10 minutes pour commencer, Oui, mais ok. donc les réponses sont diverses. Donc on va essayer Merci beaucoup déjà pour cette introduction. Donc on va essayer d'envisager ensemble certains dysfonctionnements sexuels qui sont parmi les plus courants et de voir un peu en gestalt si vous avez une approche qui peut être un peu intéressante et qui peut donner éventuellement des pistes pour les gens qui peuvent exercer éventuellement en cabinet et qui pourraient être Hmm. intéressés par ce type d'approche.
On va dire par exemple une personne, un homme ou une femme, on va dire par exemple une femme, qui a un désir sexuel hypoactif. C'est le cas assez classique d'une femme qui va venir dans un cabinet, qui va dire moi j'ai un problème de libido, ça me pose des problèmes dans mon couple, je m'inquiète Oui. pour l'avenir de mon couple, etc. Par exemple Oui. en Gestalt, c'est quoi le type de question et ensuite le type d'accompagnement que vous pouvez apporter? Oui. Ben, c'est une très bonne question qui arrive assez souvent. Plus chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Oui, Et ben, moi, je m'intéresse à comment on lui a parlé de sexualité lorsqu'elle était petite, ou ce qu'elle a vu de la sexualité des autres. Je me rappelle d'une cliente qui disait ah oui, sexualité, c'était l'horreur. Je voyais mon père qui était tout le temps à emmerder ma mère, etc. Et moi, j'intériorisais le fait que c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Bon. Et puis, bon, ça c'est un premier déterminant. Moi, souvent, je leur dis, plus facile dans les groupes, qu'est-ce que chacun de vos 4 grands-pères pensait de la sexualité? Parce que, tout simplement, ce qu'a pensé, c'est ma croyance personnelle, ce qu'a pensé ma grand-mère ou mon grand-père, c'est encore dans mon inconscient. C'est là. Et peut-être même, maintenant il y a beaucoup de recherches là-dessus, peut-être même que c'est passé dans mes gènes. On le voit avec les transmissions de violences sexuelles. Il y a pas mal de recherches en ce moment là-dessus. Alors, puisque je cite les violences sexuelles, c'est aussi une piste à peut-être à envisager, oui, mais à envisager lorsqu'elle émerge. oui, Souvent il y a eu ce qu'on appelle une dissociation traumatique avec une mémoire traumatique différente d'un mémoire chronologique, etc., etc. Tout le monde connaît ça maintenant. Mais il y a 15 ans, personne connaissait ça. Et, euh, et voilà, c'est souvent à l'origine de certains dégoûts ou inversement de certaines hypersexualités. oui. Mais là, vous m'avez posé la question sur l'hyposexualité. Bon, qu'il faut avoir en intuition. Et puis après, voir quand ça émerge ou pas. Donc oui, l'éducation. Et puis aussi les mauvaises expériences, sans que ça soit forcément des viols, Oui, dans la vie d'adulte. Je vois des gens qui sortent d'un mariage où le sexe était vraiment désagréable et qui sont dans ah, oui. pour l'instant, je suis asexuel. Mais ils sont pas asexuels. Ils ont besoin de se retrouver. Oui. Ou ils sont temporairement asexuels. Oui, Si ils peuvent avoir effectivement dans sa vie, on peut ressentir le besoin de faire une pause dans le domaine de la sexualité, effectivement. Ça veut pas Voilà. dire que c'est forcément une pause définitive, mais oui. Très bien. Et par exemple, justement, vous avez parlé de violence sexuelle. Alors, par exemple, mettons qu'on repère, une personne raconte justement qu'elle a subi une violence sexuelle et qu'elle a des difficultés à trouver même du plaisir tout simplement dans la sexualité parce qu'en raison de ses traumatismes passés, c'est un domaine qui lui fait peur et un domaine dans lequel cette personne est bloquée. Ouais. En Gestalt, qu'est-ce qu'on va utiliser comme type d'outil pour essayer d'aider cette personne? Eh bien, alors c'est encore plus facile dans un groupe, mais ça peut être en thérapie individuelle aussi. Il y a une possibilité enfin pas la première séance, hein, Oui, mais de rejouer en cherchant une issue positive. Je me rappelle une femme dans un groupe qui avait été violée par son beau-frère en plus, qui avait 20 ans dans la forêt, etc. Évidemment, ça l'a marqué, c'était 50 ans avant, etc., etc. En psychodrame, en quelque sorte, en jeu, elle lui a pris des ciseaux de couturière et lui a coupé les couilles. d'accord. C'était un geste symbolique. Oui, En plus, il était mort, il n'y avait plus moyen de porter oui, plainte, etc., etc. Mais rien que se dégager de cette source de libido qui devient un crime, qui pousse au crime la personne, il y a une libération.
Alors, c'est un exemple particulier. Pour d'autres, ça serait mille. Il y a des manières de d'écrire à son violeur. Il y a des manières, puis qu'on l'envoie ou pas, peu importe. L'important, c'est de vivre cette scène symbolique. D'accord. On Euh, revit la scène symbolique, soit maintenant, soit en réagissant dans le passé à la façon dont on aurait pu réagir éventuellement différemment, soit ouais, aujourd'hui, par exemple, en écrivant une lettre à la personne qui a commis ce crime. ouais, Et ce travail d'écriture et d'exploration d'autres phénomènes, d'autres ouais, réactions, pardon, c'est quelque chose qui peut aider dans le ouais. vécu aujourd'hui par rapport à cette réaction. Alors, D'accord. juste, je corrige un petit mot. C'est Ouais. pas la façon dont on aurait pu agir différemment, parce que je pense qu'une fille de 10 Ah oui, ans, oui, elle a aucun moyen de faire oui, différemment. c'est Mais ce que j'allais dire. maintenant, Oui. elle a 50 ans, elle a la Non, niaque, elle a la force, c'est et ça. Non, non, bien entendu, quand une personne subit un viol, il y a un phénomène de sidération face à la violence qui fait que voilà. malheureusement, généralement, on est complètement bloqué, on est incapable de se défendre. Donc c'est pas Ouais. l'objectif, c'est pas de dire que quelque part la victime est un peu coupable de n'avoir pas réussi à se défendre. Hein. Bien entendu, Oui, oui, c'était oui. pas Mais les l'objectif. mots sont très subtils parce que malheureusement la victime a été accueillie par un policier qui lui a dit mais pourquoi vous n'avez pas crié, etc. Oui, mais Qui a ça malheureusement. amplifié la sidération et ça a fait retraumatisme encore, Oui. etc. Bon, Bon, sur ce sujet-là, effectivement, il y a un problème de formation, entre autres, des policiers pour la prise en charge des victimes, effectivement, de violences sexuelles qui effectivement, a déploré. Il faudrait améliorer ouais. ça. Je veux dire que j'ai pas particulièrement creusé le sujet, mais je sais qu'effectivement, l'accompagnement de la part des policiers, je crois que ça s'améliore un peu, mais que c'est loin Oui, oui. J'ai une d'être amie toujours qui le fait top. des formations aux Ah, gendarmes, d'accord. juste. Ah, bah, super. Et c'est excellent, mais c'est pas encore partout, loin de là. D'accord. Et donc, justement, ça c'est pour éviter les réviviscences, autrement dit, le fait de repenser sans arrêt à la même scène. Je sais qu'en AMDR, on utilise parfois la répétition. L'objectif, c'est pas d'essayer d'effacer le souvenir de ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, c'est impossible d'effacer un événement aussi important dans sa vie, mais plutôt de faire en sorte de changer la réaction qu'on a aujourd'hui par rapport à cet événement qui s'est déroulé dans le passé. Oui, Et donc vous utilisez principalement cet outil-là qui est d'explorer des réactions différentes, que ce soit imaginer une réaction différente que vous pourriez avoir aujourd'hui face à une même situation, ou bien écrire une lettre ou ce genre de dialogue, ce genre d'exercice, même si c'est pas forcément une lettre qui va être envoyée, ou en tout cas c'est ce type d'exploration-là. oui, oui. Oui, oui. Moi, je ne suis pas praticien EMDR, mais Oui, ça m'est arrivé de suivre des gens puis de leur dire, peut-être vous pourriez en complément faire quelques séances de EMDR. Oui, je crois que c'est une technique qui est vraiment efficace. Je l'ai utilisée moi-même après un accident de voiture d'accord. et j'en ai Bah, trouvé. je sais que c'est. J'aimerais justement au sein du podcast interviewer quelqu'un d'ailleurs qui fait de l'EMDR. Je sais Oui, que c'est également une pratique qui fait parfois un peu polémique. Donc justement, j'aimerais bien pouvoir interroger quelqu'un qui est vraiment spécialiste sur la question, y compris par rapport à certaines interrogations et certains doutes qu'on peut avoir sur ce type de technique. hmm, Mais oui, effectivement, en tout cas, c'est une technique qui est intéressante. Je suis pas sûr à 100% totalement de son hmm. efficacité et de dans quel cas effectivement ça peut être intéressant, mais Mais vous effectivement. savez, aucune technique n'est bonne pour tout le Non, monde. non, non, bien sûr. Non, non. Mais Non, mais voilà. non, par contre, effectivement, explorer, ça peut Oui, être oui. intéressant. Ouais. J'ai vu Mais en également. aparté, je vous donnerai quelques contacts si vous voulez. Écoutez, avec grand plaisir. Justement, je repense au livre que j'ai lu et sur lequel vous avez travaillé avec Brigitte Martel-Cailleux. Plusieurs fois, vous revenez sur une notion qui est intéressante, c'est la notion d'agressivité pardon, sexuelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, ah ben ça c'est une grande idée de Fritz Perls, c'est que la vie inclut la capacité d'aller vers. Et Oui, ça, c'est ad gradior, c'est le mot latin pour dire aller vers. Et que ceci, c'est d'ailleurs, ça repose. Darwin disait la même chose aussi, hein, c'est que les espèces qui sont sélectionnées sont celles qui sont capables d'aller vers ce qui est bon pour eux, amplifier leur vie et faire une descendance.
Alors, Peirce, je ne sais pas s'il connaissait bien Darwin, mais en tout cas, il a développé sur le plan psychologique cette notion de agressivité positive. Il faut tout de suite dire que agressivité positive, c'est l'opposé de la violence. Oui. L'agressivité positive, c'est la capacité d'aller vers son objet de désir ou de satisfaction. Et cet objet, c'est de quoi me nourrir, c'est de quoi rencontrer, de quoi trouver du plaisir, parce que le plaisir est un facteur de vie. Donc cette agressivité positive, c'est tout le contraire de la violence. Alors 2 ou 3 différences vraiment importantes. L'agressivité positive, ça s'inscrit dans un certain cadre, alors que la violence, ça brise le cadre. Entre autres, une notion fondamentale, c'est que c'est une recherche de plaisir, mais qui est effectivement assez dynamique, mais toujours en respectant le consentement de l'autre, bien entendu. Voilà. Alors ce mot de consentement, qui est maintenant un mot-clé, Oui. Peirce ne l'avait pas. Oui. Mais on peut le déduire vraiment, quand on dit respecter le cadre, ça veut dire aussi respecter le consentement de l'autre personne. Et l'image de Peirce, c'est j'ai faim, je vois une pomme, je prends la pomme. Eh ben, dans le domaine sexuel, ça s'applique pas tout à fait, parce que l'autre n'est pas une pomme. Et l'autre est un sujet, et le sujet a à dire soit moi aussi je te désire, soit au minimum j'accepte et on va voir. Oui. Par exemple, pour un homme qui souffre de problèmes d'érection et qui peut tomber dans le piège de la madonisation, autrement dit, d'avoir un respect tellement démesuré par rapport à sa compagne qu'il ne s'autorise pas à avoir du désir à se projeter vers elle comme étant également un objet sexuel, pas uniquement un objet sexuel, mais Oui. lorsque c'est adapté, lorsque c'est adéquat, de pouvoir l'envisager également comme un objet de plaisir sexuel. Oui. C'est ce qu'on appelle en sexofonctionnel une sorte de propulsivité sexuelle en réalité qui est positive. Ah oui, propulsivité, c'est un beau terme aussi, oui, oui. Ça vient de François de Carufel. Je pense Oui. assez souvent on trouve des notions qui sont proches les unes des autres dans les différentes approches, puisqu'il y a quelques notions clés comme ça qu'on peut retrouver. D'accord. Je garde la propulsivité. Ouais, moi c'est un mot que j'utilise très souvent pour accompagner les hommes. Mais parfois il y a certains hommes qui respectent entre guillemets tellement leur partenaire. La plupart du temps c'est des hommes hétérosexuels, donc ça va être une partenaire féminine, qu'ils ont le sentiment que la sexualité masculine, entre autres, c'est quelque chose qui est sale et qui est un peu honteux, et qui ne s'autorisent pas à en profiter pleinement, et donc du coup, qui vont tendance à se hâter, entre autres pour pouvoir en profiter un peu égoïstement. Ils ont le sentiment que c'est quelque chose qui doit être un peu égoïste et un peu sale de leur côté, et qui doit se faire vite pour ne pas importuner leur partenaire. Donc ça, parfois, ça correspond à des croyances également. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver du tout chez l'ensemble des hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée, mais c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement, en tout cas. Oui, ben, en d'autres termes, mais c'est la même chose, le sexe, c'est sale, le sexe, c'est honteux. C'est Et ça. ça, des choses qu'on a souvent entendues dans l'enfance, d'une manière ou d'une autre, presque tout le monde a entendu ça un jour. C'est ça. Eh bien, quand c'est encore là, ça n'aide pas à avoir une belle érection. C'est ça. Donc soit on peut se couper par rapport à la sexualité et ça peut provoquer un désir hypoactif, soit on peut évacuer ça de la même façon qu'il y a certains hommes qui vont se masturber extrêmement rapidement pour aller directement à la décharge, ne plus être embêtés par une accumulation de sperme qui est devenue désagréable, et on est vraiment plus sur le fait techniquement de vidanger la voiture que de vraiment de profiter d'un moment de sensualité, quoi. Et c'est pas sacrément paradoxal parce que ce faisant, ils s'éloignent probablement de la satisfaction de leur partenaire dans les couples hétérosexuels, parce que à aller trop vite, on sait que souvent la femme a moins le temps de monter jusqu'à son plaisir et son orgasme, alors que initialement et inconsciemment, c'était plutôt bon pour ne pas l'emmerder trop longtemps. Oui, c'est ça. C'est vrai dans un cas sur 10, mais bon. C'est pas quelque chose qui est si fréquent que ça, parce que malgré tout, le plus souvent, les hommes qui souffrent d'éjaculation prématurée, ils sont très doués et très attentifs à utiliser leurs doigts et leur langue pour donner du plaisir à leur partenaire. Donc c'est pas des hommes qui sont égoïstes, mais ils ont le sentiment que autant ils sont prêts à se décarcasser pour donner du plaisir à leur partenaire, mais souvent c'est par rapport à leur propre plaisir à eux
que ils se mettent des obligations de performance et une anxiété, et avec le sentiment qu'ils sont plus en train d'importuner qu'autre chose leur partenaire quand il s'agit, eux, de prendre du plaisir et au sein d'un rapport. Donc parfois on peut avoir comme ça des injonctions qui sont un peu paradoxales. C'est pas un dégoût par rapport à la sexualité de leur ensemble, c'est plutôt par rapport à leur partie à eux de leur sexualité. C'est quelque chose que je trouve. Pour continuer comme ça notre petite exploration de situations qu'on peut assez régulièrement trouver en cabinet, par exemple en Gestalt, c'est quoi votre approche par rapport aux paraphilies, aux préférences sexuelles qui peuvent être parfois assez marquées et qui peuvent parfois déranger certains couples, ou en tout cas interroger certains couples? D'abord, j'aime bien distinguer le monde des fantasmes et le monde des jeux sexuels de la paraphilie. Oui. La paraphilie, ça se développe aussi dans des jeux sexuels, mais où la personne ne peut plus en sortir. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Je vois des gens, mais s'il n'y a pas de talon aiguille, je bande pas. C'est ça, oui. Ouais. C'est dommage. Alors, si la partenaire adore les talons aiguilles, on peut trouver une relation autour de ça. Mais après, il risque d'être « Ah oui, mais le talon aiguille doit être noir. Oui. Sinon, bon. » Ça peut être de plus en plus sélectif, oui. Oui. Et ça, c'est un enfermement. Alors que moi, la plupart des gens que je rencontre, c'est plutôt qu'ils s'interdisent les fantasmes. Pourquoi? Parce que le fantasme, je sais pas, moi j'ai été élevé dans une certaine religion où on disait le péché par pensée, par parole et par action. Et le péché par pensée, des fois, c'est le péché, justement, c'est le fantasme. Oui. Et moi, je tiens à dire dans les groupes et en thérapie individuelle que le fantasme n'est pas une faute. Le fantasme est une zone érotique intrapsychique. Et comme les autres zones érotiques gagnent à être cultivées, être de plus en plus sensibles, etc., et bien cette zone érotique intrapsychique, qui est la capacité à fantasmer, peut aussi, eh bien, premièrement, s'accepter. Il n'y a pas de péché là-dedans, il n'y a pas de faute, il n'y a même pas de trahison de sa partenaire. Alors que certains peuvent le penser. Ah oui, mais je fantasme sur, je sais pas, une fille qui n'a rien à voir avec ma partenaire. Bon. Oui, ça c'est d'éducation, effectivement, le fait d'avoir pendant un rapport les idées qui divaguent et ne pas toujours penser à sa partenaire ou à son partenaire pendant un rapport, et penser, je sais pas, à un acteur ou à un collègue de travail. Tant que c'est quelque chose qui est épisodique, c'est quelque chose qui en réalité est extrêmement répandu. Oui. Extrêmement répandu, tout à fait. Et ou bien des stéréotypes du porno qui viennent, qui submergent, qui vous prennent là pendant 2 secondes et puis qui s'en va parce que le contact l'emporte. Oui. Alors là, certains couples acceptent que ça se dise, et puis d'autres préfèrent non, tes fantasmes tu te les gardes, etc. Bon, c'est un choix, peu importe. Mais c'est bien de se poser la question quand même. Oui, je pense aussi que dans l'approche, je sais pas comment vous faites en Gestalt, mais il y a certains fantasmes qui sont faits pour être réalisés et d'autres non. Il y a certains fantasmes qui sont faits pour être communiqués à l'autre et parfois non. Et parfois ça peut dépendre également du partenaire, de la partenaire, en fonction de la personnalité, de l'historique de son partenaire. On peut s'autoriser parfois à révéler certains fantasmes à une nouvelle personne, alors qu'on ne s'est pas autorisé à le faire avec une personne précédente. Oui, ça peut arriver, effectivement. Mais je ne crois pas, moi, qu'il y ait de fantasmes à partager ou à ne pas partager de manière essentielle. C'est toute une question de relation, quoi. D'accord. Moi, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez aborder? Eh bien, écoutez, non, je pense que vos questions étaient pertinentes. J'approuve le fait que vous, qui êtes dans une école particulière, vous soyez intéressé aux approches des autres écoles. Vous savez, ça fait
écho avec ce qui se passe dans la Société française de sexologie clinique, où une fois par an, on pose la même question à 5 ou 6 spécialistes de tendances différentes. Et les gens qui ont appris une méthode, ça les intéresse beaucoup d'entendre les autres. C'est toujours intéressant de justement pour être comparé, de pouvoir comparer les techniques, les méthodes différentes. Et d'ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'origine du mot gestalt. Gestalt, c'est la forme, et Oui. il y a un principe, c'est la psychologie de la forme. Autrement dit, la plupart des éléments qui sont importants dans notre vie, en réalité, on les aborde beaucoup plus comme un tout, comme étant une combinaison, plutôt que comme étant des éléments séparés. Ça veut dire que quand on écoute une mélodie, on va écouter l'ensemble de la mélodie, on va pas se concentrer sur chaque élément, sur chaque mouvement de la chanson, etc. On va vraiment percevoir dans son ensemble. Et en réalité, la sexologie, c'est un peu la même chose. Ce qui est particulier avec la sexologie, c'est que ça vient tirer des domaines qui sont très différents et dans lesquels chacun a des spécialités. Donc effectivement, une gynéco, même si elle va traiter des sujets très différents, elle va être très spécialisée, entre autres, sur le corps. Un psychanalyste, il va être beaucoup plus sur l'esprit. Mais tous ces aspects-là, en fait, ils sont liés à la sexualité, pareil pour la relation de couple, etc. Donc, mais tout ça, en réalité, ça forme la sexualité. Et quelque part, la sexualité, c'est un gestalt. Oui, oui. Le grande idée derrière la Gestalt, c'est que on a vécu plein de Gestalt inachevés. Oui. De choses qui ont commencé, l'énergie, etc. Et puis, quelque chose s'est mal passé. Avec un trauma, par exemple, mais même sans aller dans le trauma, quelque chose ne s'est pas complété. Et le lieu de la thérapie, c'est le lieu où terminer positivement la Gestalt. C'est comme ça que... C'est-à-dire la forme. Tout à fait. Qui a été initiée, qui s'est interrompue de manière pas très bonne. Et il y a un peu un point de vue philosophique là-dedans, c'est que toutes les gestaltes inachevées, notre inconscient cherche à les achever. Bah écoutez, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je crois que vous avez entre autres une page LinkedIn. Je ne sais pas si vous êtes très actif dessus. Non, LinkedIn pas trop. Il y a un site web de l'ESOG. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est que l'ESOG pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, école de sexothérapie à orientation gestaltiste. Une école créée il y a une dizaine d'années et qui se développe assez bien en ce moment en France et à l'étranger. Et donc dans cette école, vous donnez des cours de sexologie Oui. en utilisant l'approche gestaltite en particulier. Voilà. C'est des formations qui durent combien de temps? Qui dure 2 ans en France. D'accord. Oui. Très bien. Je rappelle également le livre qui a été écrit par Brigitte Martel-Cailleux et auquel vous avez participé, qui s'appelle Pratiquer la sexothérapie, les apports de la Gestalt. Je vais mettre toutes les références en description de l'épisode, donc vous allez pouvoir tout retrouver. Est-ce que il y a un autre endroit où on peut vous retrouver, ou bien une autre ressource que vous recommanderiez aux gens qui sont intéressés par la Gestalt? Par la Gestalt, il y a en France 7 écoles de Gestalt de valeur. Vous pouvez aller faire un stage d'initiation et vous les trouverez sur Google facilement. Et puis, si les gens qui vous écoutent sont intéressés par la sexothérapie gestaltiste, sur ce qu'on enseigne, il y a aussi des stages d'initiation de 2 jours et demi. D'accord. Il y en a 2 à la rentrée et vous le trouverez sur notre site. Pareil sur l'ESOG, esog-école.com, tout sera mis en description. Je vais en terminer par vous dire que ceci est le podcast également de l'ATSF, donc si vous êtes intéressé par l'approche sexo-fonctionnelle, là aussi il y aura des informations qui seront mises en description. Ce podcast est encore débutant, donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, n'hésitez pas à envoyer le lien, n'hésitez pas à mettre un like ou un pouce en l'air sur l'application de podcast que vous écoutez. Et voilà, Jean-François, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Merci encore de vous être rendu disponible. Et je vous dis à tout le monde, à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir Jean-François. Merci de toutes ces questions bien pertinentes. Merci bien. Au revoir.